donc merci de m'avoir invité. Alors j'ai d'autant plus accepté, c'est que je connais bien Mme Tétinger, que deuxièmement, ça m'a fait beaucoup de plaisir de revenir sur les terres du Sud-Gironde parce que j'y ai exercé longtemps. Alors d'abord uniquement à l'hôpital de la Réole en tant que médecin interne, puis ensuite j'ai mis en place une consultation de la douleur pluridisciplinaire en 2003 qui était à la fois la Réole, Langon, Bazas et Montségur. Et puis en 2010, j'ai pris un mi-temps à Bordeaux de douleurs chroniques, donc les deux côtés en même temps. Et enfin, en 2014, j'ai laissé la consultation douleur dans le Sud-Gironde avec beaucoup de peine, mais bon, c'était un peu compliqué de travailler à deux endroits différents. Et j'ai attendu quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne la suite, qui est le docteur Maude Martial, qui a été arrêté cette année en 2022 pour des raisons de santé, mais qui va reprendre bientôt, et qui est une ancienne assistante de Bordeaux avec laquelle j'avais beaucoup travaillé avec des sujets d'intérêt communs. Et donc, la relève est largement assurée. Alors là, actuellement, je fais partie du centre antidouleur de Bordeaux, et j'ai une consultation qui est délocalisée en rhumatologie, mais où je fais exactement la même chose, puisque c'est ma spécialité d'origine, et d'arrivée d'ailleurs, et donc je peux maintenant pratiquer les deux types de pathologies qui sont fréquemment rencontrées en association dans la rhumatologie. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la prise en charge de la douleur chronique, plus exactement du syndrome douloureux chronique. Donc il faut déjà savoir ce qu'est la douleur. Alors comment elle est définie? Donc la définition elle date que de 84, je pense qu'on avait mal avant, mais bon. Et cette définition est très intéressante parce qu'elle prend en compte la pluralité de tout ressenti douloureux. Alors je me passe les diapos moi pour pas m'y perdre. Voilà. Voilà. Donc en fait, la douleur, c'est une expérience émotionnelle, sensorielle. Donc émotionnelle, il y a toujours de l'émotion dans la douleur. Sensorielle, évidemment, j'ai mal où, quand, comment. Désagréable. C'est une expérience donc qui n'est pas souhaitable. Et alors elle peut être liée soit à une lésion, c'est-à-dire à une atteinte. Vous avez une fracture, vous avez une douleur. Bon, c'est simple à comprendre. C'est utile. Si vous n'aviez pas la douleur, vous ne sauriez pas que vous avez la fracture. Donc c'est une douleur paraphysiologique qui est un signal d'alerte. Donc ça, c'est utile de pouvoir, entre guillemets, souffrir dans certaines circonstances. Vous avez également de la douleur qui peut arriver parce que vous avez un souvenir de cette douleur qui est arrivée dans des circonstances identiques. Alors, je m'exprime, je précise. Vous avez eu un accident de voiture avec un choc avant, et puis vous avez eu des cervicalgies par la suite. Et vous avez de nouveau peur, parce que vous avez l'impression que vous allez rentrer dans la voiture de devant, et vous allez ressentir les cervicalgies. Donc, vous voyez, la douleur se mémorise toujours. Et puis, donc ça, c'est la douleur liée à une douleur potentielle, ou bien une douleur décrite en termes d'une lésion. Vous êtes en train de bricoler, vous avez l'impression que vous allez vous taper sur les doigts avec le marteau, même si c'est pas vrai, et vous allez déjà avoir mal en anticipation. Donc en fait, ce qui est très très important, et ce sur quoi j'insiste, c'est que dans la douleur chronique, vous avez, dans un certain nombre de cas, une douleur sans lésion. Et c'est le cas notamment du syndrome fibromyalgique, dont un certain nombre de personnes doivent connaître ici, d'autant plus que c'est très à la mode. Mais également dans certaines lombalgies qui ne s'expliquent pas par des lésions lombaires. Donc la douleur, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez une sensation douloureuse périphérique, mettons la peau. Ça va se transformer en un flux électrique qui va cheminer. Alors si on prend par exemple la peau du pied, c'est plus simple. Qui va cheminer le long de la jambe, puis qui va passer au niveau de la moelle épinière. Et déjà, il y aura des phénomènes de filtre. Est-ce que cette douleur est utile ou pas? Ça va ensuite remonter vers les structures encéphaliques, le cervelet, les structures cérébrales, avec un carrefour dans le ressenti très important qui s'appelle le thalamus et le cortex singulaire qui ont à la fois des fonctions dans le ressenti douloureux et dans le ressenti des émotions. Si vous gagnez au loto 5 milliards, même si vous êtes un douloureux chronique depuis 15 ans, vous n'aurez plus mal pendant un certain temps. Bon, certes qui sera court, mais donc vous voyez, il y a une interférence. Si vous avez des gros soucis personnels et familiaux, des décès, des séparations ou je ne sais pas quoi, alors que vous avez déjà une douleur chronique, vous allez souffrir beaucoup plus.
Et c'est une réalité. Vous souffrez beaucoup plus. On vous croit tel que vous le décrivez, à lésion égale ou en absence de lésion. Et puis donc, il y a une nouvelle modulation au niveau cérébral et votre ressenti, en fait, va être le fruit d'un certain nombre de modulations. Et dans les syndromes douloureux chroniques, ces modulations ne fonctionnent pas bien. Donc, ça laisse tout passer. Et une perception non douloureuse, un effleurement, peut devenir douloureux, par exemple. Alors, le syndrome douloureux, ce n'est pas une douleur aiguë qui dure, hein, vous avez tout compris. Et dans un certain nombre de cas, vous n'avez pas de possibilité ce n'est pas curable. C'est-à-dire que vous avez une appendicite, on vous enlève l'appendice et tout va bien, théoriquement, sauf complications. Dans la douleur chronique sans lésion, comme il n'y a pas de lésion, on ne peut pas l'enlever. Et on ne pourra pas traiter la douleur, on ne peut que soulager, améliorer la qualité de vie et accompagner. Et alors maintenant, le grand truc à la mode, c'est, comment il s'appelle ? Christophe André qui vient de sortir un livre. Alors il y a eu la méditation, machin, tout ça. Maintenant, le dernier livre, je ne l'ai pas lu encore, hein. Ça s'appelle La consolation. Donc il faut qu'on console les patients. Enfin, il faut qu'on console. Ce serait bien de les consoler. Alors il va y avoir plusieurs types de douleurs. Donc la douleur classique qui est liée à la fracture, ça s'appelle une douleur nociceptive, elle est paraphysiologique. Le système nerveux de ressenti de la douleur est normal et cette douleur est utile. Bergson disait que la douleur était la sentinelle rapprochée du corps, elle nous protège notre intégrité. Il y a des personnes qui, pour des raisons génétiques, ne sentent pas la douleur et ils se mutilent. Donc, si vous mettez la main sur une plaque électrique, vous ne sentez pas, ça fait mal, mais ça cuit. Vous avez la douleur neuropathique qui est liée à l'altération du système de la douleur. C'est ce qu'on voit par exemple dans les neuropathies diabétiques. Le nerf lui-même est attaqué et donc il y a des douleurs. Et puis vous avez ce qu'on appelle la douleur nociplastique qui survient en l'absence de lésions et qui est souvent associée, ou des lésions qui n'expliquent pas l'intensité des symptômes, et qui est souvent associée à des comorbidités comme la dépression, l'anxiété, qui peuvent être la poule et l'œuf, hein, soit exister préalablement, soit être des conséquences. Et ces douleurs-là seront prises en charge par, bien sûr, des médicaments, mais aussi et surtout par des méthodes non médicamenteuses. Dans l'idée toujours, alors je répète, puisqu'on est dans le syndrome douloureux chronique, qui est le plus susceptible d'entraîner, d'avoir des répercussions sur le moral thymique, qui vont donc, du fait de leur durée, sont plus susceptibles d'entraîner des syndromes dépressifs, d'augmenter des troubles anxieux, etc. Bon, ça, je laisse passer. Ça, donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un patient qui décrit la douleur, il faut la prendre comment il la décrit. Alors, c'est parfois très difficile, même quand on a un peu d'expérience, parce que vous avez un patient qui vous dit qu'il ne peut rien faire, qu'il est courbattu, qu'il est mal, qu'on hospitalise pour un traitement, pour la douleur, et qui vous dit je peux pas marcher, mais qui descend tous les jours du 12e étage jusqu'à dans la salle, le hall et même devant la porte pour pouvoir fumer. Donc si on a la connaissance de ces problématiques douloureuses chroniques, on n'est pas choqué. Par contre, je peux vous dire que mes collègues rhumatologues conventionnels qui ne font pas de douleur chronique, ils ont du mal à me dire mais enfin tes patients, t'as vu ça, ils circulent et tout, et ils ont pas mal quoi. Surtout qu'en plus, ils ont quand même souvent un faciès qui n'est pas figé. C'est parfois difficile, c'est vrai, et c'est un peu une source de conflit en interne dans le service. Même si le professeur Schaverbeck, maintenant, est un fondu de douleur. Et qu'il fait d'ailleurs des interventions en Société de la douleur. Hein. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Schaverbeck, mais c'est le patron de Rhumato, qui est un patron qui est très, qui fait partie des organisations internationales de sociétés de rhumato et qui jusqu'à présent était quelqu'un d'extrêmement l'ingénieur supérieur de la prise en charge de la polyarthrite notamment, où ça marche pas, je change de médicament, etc., sans la prise en compte vraiment d'autres facteurs qui peuvent influer sur la perception. Et maintenant, il est là-dedans, voilà. Et il est d'ailleurs le seul dans le service. Les jeunes, ils ont du mal, mais bon. Peut-être c'est l'expérience qui l'a amené à ça. Alors il me dit, mais c'est intéressant ce que tu fais, alors qu'il y a 20 ans, il me disait, mais c'est du grand n'importe quoi, donc ça s'améliore. Moi je connais, on était internes ensemble, hein, donc ça fait plus de, je dis pas combien parce que c'est désespérant, plus de 30 ans qu'on travaille ensemble. Donc la douleur, c'est un vécu, c'est une expérience subjective individuelle. On ne peut jamais ressentir la douleur de l'autre. On ne peut que l'entendre.
Et il ne faut surtout pas d'ailleurs essayer de la ressentir parce qu'après on est dans l'empathie et après on s'épuise. Donc il faut la prendre en compte, mais sans la ressentir, et la prendre en compte dans l'idée de la soulager. C'est ce qu'on appelle la compassion. Donc on en tient compte, on tient compte de ces retentissements, mais on ne la ressent pas parce que sinon on va s'épuiser et on va aller au burn-out. Parce que si on ressent la douleur de tous les patients que l'on voit en consultation, et Dieu sait que ceux qu'on voit, ils sont quand même les plus douloureux, il y a un biais de recrutement, même à la fin de la journée, on ne pourra pas tenir. Voilà, donc on va distinguer la douleur aiguë dont je vous ai parlé, la douleur d'alerte, d'une douleur chronique. Et dans la douleur chronique, la classification des maladies qui date de 2019, vous voyez quand même qu'ils ont mis un certain temps pour faire une entité douleur chronique reconnue. Avant, elle participait, par exemple la douleur, la fibromyalgie, était notée dans la classification psychiatrique et dans la classification de l'appareil locomoteur, ce qui montrait déjà d'ailleurs un petit peu le flou de l'affaire. Maintenant, dans la classification des maladies, la douleur chronique a un code particulier, et dedans on va distinguer la douleur chronique primaire, c'est-à-dire celle qui n'est pas liée à une lésion ou une lésion qui est insuffisante pour expliquer l'intensité des symptômes. Donc c'est la fibromyalgie, c'est l'intestin irritable, un certain nombre de gens vont se reconnaître là dans la salle, c'est des douleurs, ce qu'on appelle les coccygodinies, les douleurs du coccyx, c'est des douleurs de la langue, les glossodinies, toutes ces douleurs pour lesquelles actuellement on n'a pas d'explication lésionnelle. Et puis vous avez les douleurs chroniques secondaires qu'on va rencontrer par exemple dans le cancer, dans la neuropathie diabétique, où il y a une lésion. Vous avez des oiseaux ? Je sais pas, on dirait qu'il y a un oiseau par là. Des lésions qui expliquent la douleur. Donc, par exemple, les céphalées, les migraines sont des douleurs primaires, il n'y a pas de lésion. Mais quand vous avez une céphalée liée à une atteinte d'un nerf, comme une névralgie, vous avez une lésion, c'est une douleur secondaire. Dans la douleur secondaire, on ne peut pas toujours... On a une cible pharmacologique et on peut les soulager de façon spécifique. Dans la douleur primaire, c'est beaucoup plus compliqué. On peut les soulager, mais en faisant appel à un certain nombre de techniques complémentaires dont je vais vous parler après. Dans la douleur secondaire qui nous intéresse, celle qui va amener éventuellement à des idées suicidaires, des idées noires, on va parler de traitement de fond, de réadaptation, d'éducation thérapeutique. Et ces douleurs, quand elles sont vraiment importantes, qu'elles résistent à de nombreux traitements, et en plus ça demande énormément de temps et d'énergie à prendre en charge, on va les orienter vers des structures douleurs qui sont soit des consultations, soit des centres. Alors la différence, elles sont toutes pluridisciplinaires, avec au minimum un médecin algologue, qui est souvent en petit temps, hein. C'est chic quand c'est 50% en dehors du CHU, une infirmière qui est formée à la prise en charge de la douleur, qui peut faire des suivis, et bientôt on aura à Bordeaux une infirmière de pratique avancée qui pourra faire de la consultation avec des ajustements de traitement, ce qui n'est pas possible actuellement par les infirmières. Une psychologue, alors c'est pareil, tout ça c'est des temps partiels, hein, souvent, hein, c'est des mi-temps, des 20%, voilà. L'infirmière en général est à temps plein et le médecin à mi-temps. Donc une psychologue, parfois une kiné, en tout cas toujours un temps d'assistante sociale, et quand on a de la chance, un psychiatre. Voilà. Bon. Et donc, ça va permettre des évaluations d'emblée du patient, ou pas d'emblée, ça dépend des cas, parfois par des binômes, médecin, psychologue, médecin, infirmière, dont on détermine la composition par rapport à un document qu'on envoie au patient, qui doit nous renvoyer, où il va nous donner les caractéristiques de sa douleur et son retentissement. Où c'est que vous avez mal depuis quand, quel traitement. Il y a une échelle qui permet de dépister un syndrome dépressif ou un trouble anxieux. Il y a des schémas qui permettent de localiser la douleur, et quand on pense à un syndrome fibromyalgique ou un syndrome de l'appareil ostéo-articulaire, il y a un certain nombre d'items qu'il faut cocher. Et également pour les céphalées, pour les gens qui sont céphalalgiques, également une analyse des céphalées. Il y a également des critères pour déterminer s'il y a une tendance addictive et qui ferait contre-indiquer certains traitements. Par exemple, un tabagique, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est un terrain de vulnérabilité à devenir dépendant de certains médicaments.
Donc si on est amené à les prescrire, il faut prendre certaines précautions, un contrat avec le patient, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'ont pas de signe d'addiction, qui ne deviennent pas addicts aux médicaments, mais c'est déjà quand même une orientation. Donc on a toutes ces informations en amont, moyennant quoi on va décider, quand il y a plusieurs médecins, celui qui sera le plus habilité à prendre en charge. Par exemple, quand c'est une histoire ostéo-articulaire, ce sera plutôt un rhumato. Quand c'est des douleurs neurologiques, ce sera plutôt un neurologue. Bon, actuellement, on n'a plus de neurologue à Bordeaux au centre antidouleur, mais bon, on se débrouille. Voilà. Et pour orienter au mieux. J'espère qu'on en aura un jour, mais pour le moment, c'est en stand-by. Bon, ceci étant dit, en douleur, on devient un peu... Je dirais pas qu'on devient neurologue, mais bon, on a une approche très neurologique des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a une douleur aiguë. Par exemple, une personne qui fait un lumbago. C'est banal. Alors, normalement, un lumbago, en 8 jours, on est débloqué, et en 1 mois, on va bien. Bon. Eh bien, il va y avoir des cas où, à la suite de ce lumbago, il va y avoir jamais de guérison. Donc, ça va traînailler. Parfois, les gens reprennent, et puis au bout de 2 jours, ils sont de nouveau en arrêt. Enfin, bon, bref, on devient chronique. Et quand ça devient chronique, c'est plus un problème de lumbago. D'abord, il n'y a plus de lésions qui expliquent les choses. Au niveau discal, c'est en train de cicatriser normalement. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître. C'est-à-dire, je ne vais plus pouvoir bosser, je ne peux plus faire mes courses. De la famille, ils en auront le bol que je me traîne. Je suis coincée dans un fauteuil 2 heures par jour à cause de mon lumbago. Et quand je démarre, c'est pire, donc je me réassois, etc. Donc il va y avoir un tas de retentissements dans la vie quotidienne. Alors là, je schématise, c'est pas au bout de 2 mois, mais ça s'installe progressivement et assez vite dans les 6 premiers mois. Parce qu'on craint une inaptitude professionnelle, donc ça veut dire perte de revenus. On craint un problème familial, parce qu'on a des enfants en bas âge, où on est aidant, etc., et on ne peut plus le faire. Dans le couple, dans les amis, parce qu'on se dit, si j'y vais et que je fais ma crise de douleur au milieu du repas, donc finalement j'y vais pas, d'autant plus que je ne sais pas si j'en ferai une demain ou que je ne peux pas la programmer, entre guillemets, je ne programme plus rien. Et puis, au niveau thymique, parce que cette situation qui apparaît, évidemment, elle va retentir sur le moral, entre guillemets, et les traitements inefficaces, parce qu'il n'y a pas de traitement lésionnel, souvent l'attitude un peu distante et désintéressée du médecin, voilà, pour parler pas plus, voilà, qui va dire, non, attendez, votre disque il est nickel, vous n'avez plus raison d'avoir mal. En gros, la mauvaise écoute, l'absence d'alliance thérapeutique fait que le patient s'enferme, ne se plaint plus de rien au niveau du corps médical et la situation empire. Et effectivement, on peut être amené à avoir des idées noires. Alors, je touche du bois. En matière ostéo-articulaire et en fibromyalgie, les gens se suicident peu, dans les patients que je suis. Par contre, les gens qui ont des céphalées très violentes, alors eux, il y a un gros... je sais que ma collègue, quand elle était là, qui est neurologue et qui s'occupait surtout des céphalées, elle en avait au moins 1 par an. Donc, ça dépend un petit peu des douleurs chroniques. Mais les gens qui ont des douleurs neuropathiques aussi, par exemple dans la CEP, dans la sclérose en plaques, des douleurs extrêmement violentes et qui ne sont pas corporelles, ont également beaucoup plus de risques, j'allais dire de chance, c'est pas le mot, mais plus de risques d'avoir des idées noires et de passer à l'acte. Parce que les syndromes douloureux articulaires chroniques, c'est plutôt la dépression. Ils nous disent tout le temps, j'en ai marre, je veux finir, tout ça, mais en fait, ils ne le font pas. Tandis que dans les patients qui ont des céphalées ou des douleurs neuropathiques, ils ne vous le disent pas, mais ils le font. Alors, il y en a beaucoup qui se renseignent en Suisse pour le suicide assisté, etc. De ces patients douloureux neuropathiques. Alors là, il faut quand même être vigilant quand c'est comme ça. Mais il faut être assez ouvert à l'écoute, sans jugement, pour qu'ils puissent vous le dire. Et moi, j'en ai un, il m'a écrit ça par mail. Il m'a dit, j'en ai marre, je vais en Suisse pour en finir. Bon, alors, il avait pris tous les machins, il avait pris les billets et tout. Hein. Donc j'ai appelé. Je lui dis peut-être qu'avant, on pourrait peut-être réfléchir, vous pouvez toujours repousser le rendez-vous, ce serait bien que je vous voie. Elle me fait non, je ne veux pas vous voir parce que j'ai pris la décision. Bon, je lui dis écoutez, vous voyez ce que vous voyez, mais regardez un peu les répercussions dans votre famille, tout ça, les petits-enfants, machin, bon bref. Et puis finalement, il me dit je vais réfléchir. Puis, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, ça fait 6 mois.
Il veut toujours se suicider, mais il ne veut plus aller en Suisse, donc voilà. On n'a pas forcément un résultat patent. Hein, c'est ça qu'il faut. Et donc, c'est extrêmement frustrant pour les médecins. Alors, quand on a l'habitude de... Voilà, maintenant, les gens, ils me racontent, ils me disent que je suis nulle, que ça ne marche pas, etc. Mais maintenant, pouf, ça me passe au-dessus. Hein. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça ne passe pas. Puis bon, sauf chose grave, évidemment. Donc, en pratique, quand on va avoir ce type de patient à gérer, eh bien, il va falloir s'occuper de la douleur, entre guillemets, elle-même. Alors, on peut donner des traitements qui agissent sur ce type de douleur de façon partielle et qui sont en général, enfin surtout, les antidépresseurs. Alors évidemment, ça fait hurler les patients, je ne suis pas déprimée, même quand ils le sont. Les antiépileptiques. Donc ça passe mieux parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas épileptiques. Ces médicaments ont des neuromédiateurs communs avec ceux impliqués dans l'humeur, enfin je schématise, et donc ces neuromédiateurs participent à la modulation de la douleur. C'est pour ça qu'on les utilise. C'est pour ça aussi que bien qu'ils ne soient pas épileptiques, on peut utiliser des antiépileptiques. Alors ça c'est pour les antiépileptiques. Pour les antidépresseurs, c'est une certaine catégorie d'antidépresseurs. Alors pour ceux qui en prennent peut-être, c'est la duloxétine, le Cymbalta, c'est l'Effexor, la venlafaxine et c'est le Laroxyl, la mitriptyline. Ce sont les trois qui ont une action sur la douleur. Les autres ont une action, et puis bien sûr sur le moral. Et les autres ont une action que sur le moral. Donc quand on vous donne Prozac, Zoloft ou Séroplex, ça marchera bien sur le moral, c'est très bien toléré, mais ça ne marche pas du tout sur la douleur. Tout au moins ce type de douleur. Donc, on peut proposer un traitement, et puis alors en général, il y a quand même une composante dépressive ou anxieuse, donc ça peut aussi améliorer le patient. Donc ça, c'est antidépresseur, antiépileptique. L'inconvénient, c'est que ça ne marche pas toujours, ça ne marche toujours pas toujours très bien, et en plus, il y a des effets indésirables qui sont souvent pas supportés par le patient. Alors, les plus mal supportés, c'est la somnolence, et pour certains, et la prise de poids. Donc effectivement, ça peut être un facteur limitant. Donc ça, c'est les médicaments. Après, dans les antalgiques, c'est essentiellement le tramadol qui marche, mais on évite parce qu'il y a un fort potentiel addictif. Ça, c'est donc les médicaments. Et puis alors, les morphines sont contre-indiquées. Les anti-inflammatoires ne sont pas contre-indiqués, mais ne sont pas très efficaces et peuvent être utilisés éventuellement en crise. Et il y a l'acupan également qui peut aider. Donc ça, c'est le côté médicamenteux. Après, et surtout, il y a le côté non médicamenteux. Donc l'activité physique, c'est le premier traitement des syndromes douloureux chroniques. Enfin, je parle de l'appareil ostéo-articulaire. Parce que les patients n'ont pas moins mal, mais ils sont plus en forme. Donc, il faut passer le cap. Alors, il y a l'activité physique classique, la marche, le vélo, etc. Et puis, dans certains cas, on peut commencer par de l'activité physique adaptée, donc qui est prescrite par un médecin en tant qu'activité physique adaptée. C'est malheureusement pas encore remboursé, mais il y a des associations où on peut le faire pour des sommes modiques, genre 5 € la séance ou des choses comme ça. Et c'est l'éducateur qui est spécialisé qui va déterminer le programme qui vous convient. Et va vous le faire réaliser. Et après, vous aurez des mouvements à emporter chez vous, à faire. Suivant ce qui aura été pratiqué pendant, en général, c'est 5-10 séances. Et après, vous continuez tout seul. Enfin, c'est le but de la manœuvre. Après, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du tai chi, du qigong. Ça aussi, c'est quand même assez abordable par les associations. Donc, ce sont des techniques qu'on appelle psychocorporelles, et qui permettent de relier le corps et l'esprit, qui est quand même qui sont très déconnectés dans ces syndromes douloureux chroniques. La preuve, c'est que quand vous avez un patient qui a une lombalgie, vous lui demandez où il a mal, et il vous donne le scanner, en vous disant ah. Alors, moi je leur dis gentiment, mais oui, mais vous avez mal où? Ben là, docteur, oui, je dis, je sais que vous avez mal là, mais sur vous. Et alors, on a une espèce de truc comme ça, puis finalement, ils trouvent. Donc il y a une déconnexion entre le corps et l'esprit qui vient d'ailleurs de la douleur et qui aussi permet qu'elle se pérennise. Donc l'activité physique permet de reconnecter ces deux composantes. Et plus elles seront reconnectées, moins la douleur sera ressentie. Donc activité physique, premier traitement. Ensuite, après, donc ça peut être activité physique adaptée.
Et puis il y a des choses étonnantes. Moi j'ai une patiente qui a une fibromyalgie qui soi-disant ne peut pas marcher, mais qui fait de la marche nordique. Bon, enfin, elle fait ce qu'elle veut, pourvu qu'elle fasse. Moi, vous savez, en douleur chronique, hein, s'ils trouvent un truc qui leur va bien, voilà. Même si on n'aurait pas franchement pensé, c'est comme ça. Voilà, donc, deuxième chose, donc tai chi, le yoga éventuellement. Alors c'est pareil, je suis toujours étonnée que des gens qui ont mal partout fassent du yoga, mais bon. Voilà. Après, vous avez des techniques antalgiques. Alors après, non, il y a les cures thermales qui marchent bien, d'autant plus qu'il y a un volet d'éducation thérapeutique qui est proposé en même temps. Et puis l'éducation thérapeutique toute seule. Donc là, on est en train de remonter un programme à Bordeaux avec la nouvelle collègue, là, avec qui on s'entend bien et qui est très dynamique. L'éducation thérapeutique, c'est des séances. Donc il y en a une, bon, ça dépend des pathologies, mais ça peut être l'alimentation, la gestion des médicaments, la gestion de l'activité physique, la gestion des relations familiales, la gestion des relations de couple, etc. Et donc qui réunit entre 8 et 12 personnes qui sont toujours les mêmes et qui peuvent s'exprimer avec des patients qui ont les mêmes problèmes. Et que ça libère la parole. Alors c'est très, très amusant parce que la première fois, en général, on est dans la physiopathologie de la maladie, un truc un peu neutre, et donc ils sont tous là, ils bougent pas. Et puis après, dans les médicaments déjà, ah oui, mais moi je prends ça, hein. Et après on passe à des choses plus intimes, et alors là, du coup, ils s'expriment tous puisqu'ils se connaissent déjà. Et souvent, ils continuent à faire leur réunion chez eux, entre eux, enfin chez eux ou régulièrement pour échanger après ces programmes. Donc ça a une fonction aussi socialisante parce que souvent ce sont des gens totalement, socialement isolés, puisqu'il y a un certain nombre d'activités sociales auxquelles ils ne participent plus, souvent ils ne travaillent plus. Donc là, ils ont voilà. Il y a également des prises en charge pluridisciplinaires au Grand Chêne, qui s'adresse à ces patients avec le côté éducation thérapeutique, le côté entraînement physique. Alors ça peut être soit un hôpital de jour, 2 jours par semaine, soit une hospitalisation complète, ça dépend à la fois des problématiques des patients et de leurs possibilités familiales, parce qu'il y a beaucoup de femmes jeunes qui ont des enfants et partir 3 semaines, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est vraiment, on fait un peu de tout. Après vous avez d'autres techniques psychocorporelles que les gens ne pensent pas être psychocorporels, mais qui le sont, c'est effectivement, dont parlait monsieur, c'est l'hypnose, la prise en charge en hypnose médicale. Donc j'ai bien dit médicale, hein, c'est pas de l'hypnose de rue. Hein. On va pas vous faire marcher à l'envers comme Mesmer le fait, vous savez, les poules qui marchent à l'envers, là, etc. Non. C'est quelque chose qui va vous permettre d'utiliser vos ressources vers un objectif de soulagement et de relaxation. Alors, grosso modo, en fait, l'hypnose vous permet d'atteindre un état de conscience modifié. Alors, rassurez-vous, vous êtes toujours capable de censurer. Donc, si on dit quelque chose dans le cours d'une séance d'hypnose qui ne vous convient pas, vous levez la main, il y a un signaling voilà, et on arrête. Genre, quelqu'un qui m'est arrivé une fois et ça m'a marqué, une personne à qui j'avais dit qu'elle se détendait dans l'eau parce qu'on évoque souvent des souvenirs agréables pour induire une détente, des souvenirs par exemple des impressions de frais pour une douleur qui est ressentie comme une brûlure, donc on évoque un certain nombre de choses. Et alors c'était, maintenant je leur demande avant, et alors j'avais pas pensé lui demander si l'eau lui convenait ou quoi, donc je l'ai faite nager pour qu'elle se détende. Or cette dame a une phobie de l'eau. Voilà, donc ça la détendait absolument pas, elle n'a pas osé me le dire. Et puis elle a fait une adaptation. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a une confiance, les gens ils sont bienveillants avec vous. Même quand vous dites un truc qui ne va pas du tout, eh ben, ils en font abstraction. Et donc elle a transformé ça puisque c'était à la mer, en je marche sur le sable. Donc moi je lui ai expliqué que plus elle passait sous l'eau, mieux elle était. Et elle, plus ses pieds s'enfonçaient dans le sable, etc. Et ça allait mieux. Bon. Voilà, donc personne bienveillante, parce qu'effectivement il y avait une relation de bonne qualité. Donc j'avais donc alors on l'induit dans des situations. Alors après il y a des fonctions un peu particulières. Hein. On leur dit de mettre la douleur dans une case et puis le bien-être dans l'autre et de vider la douleur, de vider la case douleur et d'augmenter la case bien-être, etc. Donc il y a des techniques différentes qui se font dans un état de suggestibilité qui fait qu'en fait on va faire appel à des raisonnements, à des fonctionnements inconscients qui vont moduler la perception de la douleur et ou des syndromes anxieux. Alors je vous dis ça parce que l'hypnose, on le fait que dans ses limites de ses compétences par ailleurs. Donc moi, de l'hypnose, j'en ferai que pour la douleur.
ou pour l'anxiété. Je n'en proposerai pas pour arrêter le tabac. Je ne sais pas faire. Voilà. Donc on a monté un centre avec 4 ou 5 praticiens avec lesquels on s'entendait bien, entre lesquels on s'entend bien, à savoir un centre de médecine intégrative et complémentaire qui dépend du gros service de la douleur, puisqu'à Bordeaux, ça a été réorganisé. Il y a un service une unité de douleur chronique, dont je fais partie, unité de douleur aiguë, dont je faisais partie avant, mais j'y travaille plus. Alors, ils assurent la formation des personnels et la prise en charge des patients hospitalisés en douleur chronique, en douleur aiguë. Le centre douleur enfant, jusqu'à 15 ou 18 ans, ça dépend. Et ensuite, l'Institut de médecine intégrative et complémentaire. Alors j'ai bien dit complémentaire, parce que les médecines alternatives, c'est les médecines qui remplacent l'allopathie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce charlatan-là, qui avait fait arrêter un traitement pour un cancer et qui ne le faisait pas manger parce que le jeûne était thérapeutique et il est mort à 25 kilos d'un cancer du pancréas. Voilà. Donc il est poursuivi. Et il risque de s'en sortir à peu près, enfin pas trop mal, hein, parce qu'il n'y avait pas une intention de le tuer. Enfin bon, bref, moi ça me rend malade ça. Donc ça c'est les alternatives. Vous arrêtez l'allopathie, vous faites que ce que je vous dis. Les complémentaires, c'est en plus des allopathiques, c'est en complément, c'est pour synergiser et éventuellement diminuer le caractère allopathique. Voilà. Donc complémentaire, ok, alternatif, non. Et quand on commence à vous dire, alors à la limite qu'on vous donne des tisanes, encore que, il y a parfois des interactions. Bon. Mais quand on vous dit arrêtez tous les traitements, faut fuir. Faut fuir. Alors je ne dis pas que tous les traitements sont indiqués, mais les arrêter, de toute façon, ce n'est pas une solution. Éventuellement, changer de prise en charge, peu importe. Voilà. Et Dieu sait qu'il y en a qui fourmillent. Et alors également, qui se multiplient, c'est les hypnothérapeutes, moi j'appellerais ça d'opportunité. Vous savez, les anciens cadres dynamiques, qui sont retrouvés au chômage, qui font une formation qui est payée par l'entreprise parce qu'ils sont licenciés et qui se prétendent hypnothérapeutes. Moi, j'ai rien contre, mais vous risquez de déclencher pendant les séances d'hypnose des réactions adversives qu'il faut savoir gérer. Moi, j'en ai une dont je me souviens encore. Hein. Bon, je faisais de l'hypnose pour une dame qui avait une sciatique, bon, peu importe. Et puis, bon, ça allait. Et là, j'avais pas dépisté le terrain sous-jacent. Bon, maintenant, j'en aurais pas fait, je pense, maintenant, avec l'espère. Et tout d'un coup, elle s'est mise à hurler. À cause de la sciatique, je ne sais pas pourquoi. Et à délirer complet, elle s'étouffait, machin. Mais elle s'étouffait vraiment. Bon, alors évidemment, j'avais fait ça un vendredi après-midi pour avoir le bureau libre. Enfin, bon, toujours ce qu'il ne faut pas, un peu le soir. Bon. Et finalement, alors comme elle s'étouffait, alors j'ai essayé de la sortir de l'état de transe. Et je lui ai donné un verre d'eau. Évidemment, elle avalait de travers. Bon, bref, c'était cata complet. Et puis finalement, je ne sais plus comment ça s'est passé. Elle a fini par se calmer. On est reparti en hypnose. Et on a terminé la séance. Je peux vous dire que j'en ai plus refait. Et j'ai appris par la suite qu'elle était hospitalisée en psychiatrie pour une pathologie dissociative qui était méconnue. Enfin, c'était une bipolarité avec un délire. Enfin bon, bref, c'était lourd. Mais je m'en étais pas rendu compte avant. Bon, là, c'est peut-être pas forcément contre-indiqué, mais là, il faut un psychiatre pour gérer ça. Moi, je suis pas psychiatre. Donc j'en étais. Alors, il y a l'hypnose. Donc il y a une action antalgique qui a été montrée, puis ça peut diminuer la quantité, enfin pas la quantité, l'intensité de la douleur jusqu'à 80%. Et vous avez la qualité de la douleur jusqu'à 80%, c'est-à-dire le côté retentissement émotionnel et l'intensité de la douleur et le côté émotionnel, à la fois le côté émotionnel et le côté sensoriel. L'intérêt de l'hypnose, c'est d'apprendre aux patients l'auto-hypnose pour les autonomiser, pour qu'ils puissent se refaire des séances tout seuls. Et donc, l'hypnose, c'est pas une thérapie au long cours, hein, c'est pas une psychothérapie, c'est pas une analyse. 5-6 séances, on apprend l'auto-hypnose. Et on le fait tout seul. Et éventuellement, une injection de rappel par une séance 6 mois ou 1 an après. C'est l'hypnose. Et il faut que ce soit fait par des gens qui sont formés, par des formations académiques. Ici, donc, dans l'Institut, là, on est tous formés. Et d'ailleurs, on est aussi formateur dans le diplôme interuniversitaire d'hypnose médicale à Bordeaux, mais il y en a dans beaucoup de facultés. Après, vous avez la méditation en pleine conscience. Alors, je vous en parle parce que vous en entendrez parler. Voilà. Donc, c'est aussi un tiroir-caisse.
il faut que ce soit fait par des instructeurs dûment validés. Il n'y a que 2 instituts en France qui les forment. Alors quand je vous dis les formateurs, il faut quand même... Bon, moi, j'étais en cours de formation quand j'étais arrêtée. Là, je n'ai pas encore reprise. Mais c'est quand même 2 retraites de 5 jours. Après, pour la formation elle-même, vous avez 3 modules, ou non, 6, je ne sais plus, 6 ou 8 modules de 3 jours, plus une retraite de 15 jours. Donc vous voyez, c'est béton. Et puis il y a aussi un diplôme universitaire de neurosciences et méditation, où on est fermé dans c'est pas un couvent, mais dans une structure 2 fois une semaine, où on ne sort pas, on ne téléphone pas, enfin bon bref. Et en plus, on a des cours. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très formateur. Formateur au sens que ça donne une forme. Voilà. Donc, ces instructeurs vont délivrer des programmes de méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation en pleine conscience? Donc là, on n'est plus dans le Bouddha. Hein. On a repris les principes du Bouddha, mais c'est laïque. Et c'est une technique qui permet, donc, qui consiste à observer le passage des pensées qui viennent comme ça, moment après moment, sans jugement. Alors, je vous donne un exemple. On vous dit de vous concentrer sur la respiration. Et puis, bon, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous commencez à penser, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai les courses à faire, etc. Donc, vous laissez passer ces pensées et vous allez voir qu'elles s'en vont. Donc, le fait de se rendre compte qu'on a des pensées parasites, c'est déjà de la méditation, puisque ça vous permet de vous situer. Et répéter, alors on se concentre sur la respiration, on peut se concentrer sur le corps, après il y a des méditations orientées, etc. Et c'est quelque chose qui vous permet d'être dans le fonctionnement être, et plus automatique. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont toujours dans ce qu'elles vont faire après. Et du coup, elles ne font pas bien ce qu'elles font maintenant. Tandis que là, ça permet justement de faire une sorte de reprise de conscience de son être, de son fonctionnement intérieur. Et alors, l'intérêt de alors, il y a des programmes standardisés qui consistent à faire 8 séances à une semaine d'intervalle de 2h30 avec des exercices entre-temps, parce que l'hypnose, comme la méditation, c'est un sport, il faut un entraînement. Et il a été montré que quand on fait ce programme, je regarde l'heure, quand on fait ce programme, on a des effets observables déjà au bout d'un programme et qui vont durer, si la personne s'entraîne, plusieurs mois. Alors ces effets, c'est quoi ? C'est des effets sur l'anxiété, c'est des effets sur l'état thymique. On l'utilise dans la prévention des récidives de la dépression, pas pendant la dépression. Hein. Une fois qu'ils sont... Parce que s'auto-observer quand on est mal, c'est moyen. Mais ça permet la récidive d'éviter les récidives des états dépressifs. Ça permet de lutter contre l'anxiété, mais ça n'a pas une efficacité directe sur l'intensité de la douleur. Enfin, il y a des études discordantes, mais ça n'a pas l'air de marcher. C'est encore en cours. Alors, ces 2 techniques, que ce soit la méditation ou l'hypnose, ce n'est pas tout à fait les mêmes indications, peu importe, mais ce sont des techniques qui sont enfin reconnues, parce qu'avant, on se disait, c'est des histoires de Bouddha, l'hypnose, c'est un charlatan, etc. En fait, ces techniques ont commencé à avoir leur lettre de noblesse et reconnues comme telles, avec une efficacité chacune dans son domaine, par les études de neurosciences avec la neuroimagerie. C'est-à-dire qu'on fait une IRM aux patients, on leur injecte un produit, c'est du glucose marqué avec un IRM élément, c'est-à-dire quelque chose qui est visible à l'IRM, et on les fait méditer ou on fait une séance d'hypnose et on regarde ce qui se passe. Et on voit que certaines structures vont s'activer pendant la séance d'hypnose. Et si on fait par exemple alors déjà on voit certaines structures s'activer, qui sont différentes suivant la technique, peu importe. Et si on stimule de façon douloureuse un patient sous hypnose, on va voir que c'est les mêmes structures que celles spontanées de la douleur qui vont s'activer. Alors pas forcément dans le même ordre, mais c'est ce qui explique l'effet sur la douleur. C'est que ça touche les mêmes structures. Et c'est pareil pour la méditation par rapport au comportement, donc on est dans le fronto-pariétal, peu importe, mais on voit qu'il y a des structures particulières qui s'activent et qui sont spécifiques. Alors en plus, la méditation aurait des rôles, permettrait d'augmenter la longévité, puisque ça diminue. Alors chaque fois qu'une cellule se multiplie, vous avez des chromosomes qui raccourcissent à certains niveaux, des morceaux de chromosomes, et la méditation permettrait de diminuer ce raccourcissement des chromosomes. Maintenant, il y a une étude qui est sortie qui montre que la méditation peut en partie prévenir la maladie d'Alzheimer.
Toujours la méditation, pas de conscience, parce qu'il y en a plein de méditations. Enfin, ça avance. Il y aurait même des rôles anti-inflammatoires, je ne sais quoi. Mais le vieillissement, ça a été prouvé. Et ils ont montré également, c'est tout récent, c'est un article de 2023, comme quoi la méditation était aussi efficace pour prévenir la récidive, les rechutes de dépression, que l'escitalopram, c'est le séroplex en français. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même des choses très intéressantes. Après, qu'est-ce que je disais? Donc, les thérapies du psychocorporel. Alors après, vous avez tout un tas de thérapeutiques plus classiques. Donc, l'acupuncture, la mésothérapie, quand il y a des contractures localisées. Il y a comment ça s'appelle? L'ostéopathie. Parce que nous utilisons même des choses qui ne sont pas forcément reconnues vraiment par la médecine. Hein. On utilise tout ce qu'on trouve hein, et qui peut soulager les patients. Il y avait d'autres, je ne me rappelle plus des autres. Attendez, là, j'ai perdu le fil. J'en oublie toujours. Structure douleur chronique, je vous l'ai dit. L'art-thérapie. La résonance magnétique transcrânienne, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est le truc à la mode là. On vous met une sorte de casque sur la tête et on crée un champ magnétique. Alors on l'avait utilisé au départ dans certaines formes d'épilepsie et dans certaines dépressions résistantes pour éviter les électrochocs. Ça semblerait bien marcher sur les syndromes douloureux chroniques. Le problème, c'est qu'il faut l'appareil. Et le problème aussi, c'est qu'il y a un entretien. Donc il faut que la personne vienne toutes les semaines. Donc on embolise rapidement les choses. À Bordeaux, on a récupéré l'appareil, mais on n'a pas récupéré le personnel avec. Donc on attend. L'acupuncture, l'auriculothérapie, bon, la médecine chinoise, qu'est-ce que je vous ai pas dit? La musicothérapie, l'art-thérapie, et puis bon, ce que je vous ai pas dit, c'est la sophrologie, la relaxation, etc. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Rien de plus, voilà. Puisque le reste, je vous l'ai dit. Ah si, il y a le caisson hyperbare aussi. Il paraît que ça marche, de mettre des gens dans un caisson. Alors, il y a eu des études. Moi, peut-être que je vais le mettre à Bordeaux, parce que comme on a de moins en moins de gangrène, le caisson, il marche de moins en moins. Donc, il serait d'accord pour qu'on fasse des études dedans. Oui, parce que c'est le problème parce que des caissons hyperbares, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Bordeaux, Bayonne, voilà. Et c'est vrai que comme il y a moins de gangrène, puisque maintenant, Dieu merci, il y en a moins, mais du coup, ils l'utilisent moins. Donc, peut-être qu'il y a une... Parce qu'on ne va pas mettre un caisson hyperbare pour la fibrose. Je vais vous dire, ça m'étonnerait que ça marche. Alors, il y en a aussi qui font... Donc, ça marche quand on nous le laisse. Alors, il y a la cryothérapie aussi. Voilà. Alors, la cryothérapie, ça n'a pas l'air d'être mal. Puis après, il y a tout ce qui est balnéo, même sans que ce soit le spa, le jacuzzi, etc. Voilà. Donc, et puis, certainement que j'ai oublié. Ah, il y a le tapis champ de fleurs aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça marche pas mal. Alors, en fait, ça marche comme de l'acupuncture, en fait. Alors, le tapis champ de fleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est en latex, avec des petites pointes... Alors, je ne sais pas si elles sont acérées ou pas, mais bon, bref, des pointes en caoutchouc. Donc, on se couche dessus, on a très mal. Enfin, c'est ce que me disaient les gens. Moi, je n'ai pas testé. Et après, on est beaucoup mieux. Voilà. Après, il y a les méthodes aussi que je ne vous ai pas parlé, c'est les électrostimulations transcutanées. Vous savez, on fait passer des courants aux endroits les plus douloureux. Ça se fait chez le kiné, mais vous pouvez avoir l'appareil qui est pris en charge par la Sécu, s'il est prescrit par un algologue. Et vous avez aussi une nouvelle technique, vous en avez peut-être entendu parler aussi, qui est la stimulation vagale. Donc le système vagal, en gros, c'est le système, j'ai presque fini, hein, c'est le système qui régule tout ce qui est fonction automatique. Donc respiration, température corporelle, respiration, sauf quand on en prend le contrôle volontaire, bien sûr, fréquence cardiaque, le fonctionnement du tube digestif, le fonctionnement urinaire, et puis plein d'autres choses, et également qui a une action éventuellement sur le système inflammatoire, puisque ça aide dans les polyarthrites qui sont inflammatoires. Donc ça permet la libération du cortisol, etc. Donc ce système, qui est un système archaïque, existe depuis très longtemps dans l'évolution, et en fait c'était pour répondre au stress aigu. Parce que dans la nature, c'est pas si rose qu'on a l'impression quand on regarde un documentaire. Il y a beaucoup de stress, des prédateurs, et ce système se mettait en marche, s'accélérait lorsqu'il y avait un prédateur qui survenait. C'est-à-dire qu'il augmentait la fréquence cardiaque, la tension artérielle, faisait libérer du cortisol, de l'adrénaline pour donner la force de partir. Et puis, une fois que le stress aigu est terminé, si vous y avez survécu à l'affaire, tout revient à zéro.
Ça, c'est le fonctionnement normal du système autonome. Et quand vous avez des douleurs chroniques ou parce que dans les conséquences de ce syndrome douloureux chronique, ce système reste activé en permanence, donc bien moins que dans un stress aigu, mais ne revient jamais à zéro. Et donc, il y a moyen, par une stimulation, alors c'est un boîtier comme l'électrostimulation, mais on met une électrode au niveau de l'oreille, parce que là, on peut accéder au nerf vague, il a une afférence au niveau de l'oreille, ici, là, au niveau de la concha, et on va stimuler le côté régulateur, le côté zen, comme je dis, de ce système, et donc diminuer ces réactions que l'on retrouve pas mal dans les syndromes douloureux chroniques, comme les hypotensions, les malaises vagos, l'anxiété, la dépression et la douleur. Et ça marche particulièrement bien dans les douleurs digestives en rapport avec une colopathie fonctionnelle. Ah, ça, c'est miraculeux. Hein. Alors, ça marche aussi d'ailleurs dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Ça a vraiment un tropisme digestif extrêmement intéressant. Alors, je vais conclure, parce que je suis à peu près dans les temps, presque à 8 minutes près. C'est les 10%, c'est comme les radars sur l'autoroute. Alors, en conclusion, donc le syndrome douloureux chronique, c'est une pathologie complexe, avec des symptômes d'expression diverses. Donc, par exemple, dans la fibro, puisque c'est le paradigme de ces symptômes douloureux, mais vous avez à la fois des symptômes ostéo-articulaires, une asthénie, des douleurs digestives, des vertiges, des acouphènes, et un certain nombre de choses qui, associées, permettent d'évoquer le diagnostic. Il n'y a jamais d'anomalies aux examens, où elles sont très minimes. Donc avec un retentissement majeur, comme je vous l'ai dit, sur les activités de la vie quotidienne, le plan personnel, que ce soit fonctionnel ou thymique, c'est-à-dire dépression, anxiété, et familial et professionnel. Donc il y a souvent associé un syndrome anxieux, qui peut être antérieur ou conséquence, et un syndrome dépressif. Il est souvent, d'ailleurs, on retrouve souvent dans l'histoire des patients des psychotraumatismes ou des traumatismes physiques infantiles qui peuvent être à l'origine d'une vulnérabilité psychologique au sens large et qui vont décompenser dans une situation d'un aléa de vie par la suite à l'âge adulte. Donc ça fait remonter des choses. La prise en charge du douloureux chronique, donc évaluation pluriprofessionnelle, c'est ce que je vous ai dit. Souvent, donc, c'est le médecin dans les structures, le psychologue et ou le kiné qui les voit d'emblée. Cette évaluation va permettre de définir des objectifs thérapeutiques raisonnables et d'amélioration de la qualité de vie. Alors quand vous demandez aux gens, en fait, ils ne vous demandent pas non plus de gravir l'Everest. Hein. Je voudrais pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Hein. Voilà, c'est un truc comme ça. Hein. Et donc on va définir, adapter une stratégie thérapeutique on prend en compte les différents symptômes, enfin le maximum de symptômes, mais qui puisse être réalisé dans son contexte général et global. On ne va pas demander à une personne de 50 ans qui est très douloureuse d'aller d'emblée faire des balades, des randonnées en montagne, quoi. On va lui dire de marcher dans son jardin ou à la campagne. Enfin, des choses beaucoup plus faciles à obtenir, parce que si les objectifs sont inatteignables, vous aurez une désespérance et après, on ne pourra plus rien proposer. Et on va associer ces différentes prises en charge, donc médicamenteuses, que je cite en premier par facilité, mais qu'il faudrait citer en deuxième, et tout ce qui n'est pas médicamenteux, donc physique, psychocorporel, thérapeutique complémentaire, etc., et éducation thérapeutique. On va aider les gens à vivre avec au mieux. On ne va pas les guérir. Alors quand ils arrivent au CHU avec... Bon, docteur, vous êtes mon dernier espoir, déjà, moi ça me fait monter l'adrénaline, hein, et puis il y a des gens qui attendent le miracle, c'est-à-dire la gélule unique qui fera pas... Voilà. Donc ça, c'est pas la peine. Donc il faut déjà savoir modérer les attentes pour pouvoir y répondre au mieux. Voilà, je crois que c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que j'ai été compréhensible. Finalement, c'était bien de ne pas voir les diapos. Parce que j'ai fait une synthèse à mesure et du coup, ça logeait mieux. Merci beaucoup. Je vais passer le micro peut-être dans la salle, comme ça, si vous avez des questions. Voilà. Et vous en avez d'autres après. Réfléchissez. Et peut-être, je vous pose la première quand même, parce que je me demandais justement si ces pratiques complémentaires dont vous avez parlé, essentiellement hypnose, méditation, est-ce qu'il y a une meilleure acceptation aujourd'hui de ces pratiques-là, ou est-ce qu'il y a toujours des réticences parmi les praticiens et notamment aussi les patrons, les chefs de service? Alors, plus ça va, plus c'est accepté.
Alors moi, eu l'occasion donc de m'occuper de douleurs chroniques depuis les années 95. Alors on a eu un comportement qui s'est changé à 360 degrés des patients. S'ils n'avaient pas une ordonnance avec 15 médicaments, on n'arrivait pas à les faire sortir du bureau. Maintenant, si on en prescrit un, c'est tout juste si on ne se fait pas assassiner. Vous comprenez, c'est chimique, c'est pas écologique, moi j'en ai marre, etc. Donc déjà, ils sont beaucoup plus orientés vers le non pharmacologique. Et puis c'est très très bien, puis ça nous facilite en plus la vie. Et les thérapeutiques psychocorporelles, écoutez, ils sont très friands, ils sont très en recherche. L'hypnose en général, quand on le propose, on essaie de le proposer dans les cas adaptés, mais 9 fois sur 10, ils sont partants. Je parlais plus des praticiens, des médecins eux-mêmes. Alors les médecins eux-mêmes aussi, parce que le patient qui a un syndrome douloureux chronique, pourvu qu'on lui propose quoi que ce soit, ça le libère, donc il est d'accord. Voilà. Ah non, c'est vraiment un fardeau pour les médecins traitants. Parce que c'est des gens qui arrêtent. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Enfin, de bonne foi, quoi. C'est pas en un quart d'heure, vous faites le tour. Moi, une première consultation, c'est 1 heure. Il faudrait 1h30. Et après, moi, je rame à contre-courant parce que je fais le dossier après. C'est hyper long. Et si vous ne laissez pas ce temps la première fois, vous arrivez à rien faire. Alors, je ne dis pas qu'on fait grand-chose, mais on fait mieux. Donc, le médecin traitant qui les voit 10 minutes, ou mettons un quart d'heure, même s'il les voit souvent, il n'aura pas le temps de s'exprimer, le patient. Donc, il va nous l'envoyer. Et alors après, je vais vous dire, on a toute liberté pour prescrire. Voilà. Il ne va pas revendiquer du tout. C'est exceptionnel. Et au niveau des services hospitaliers eux-mêmes, au niveau des médecins algologues Alors, les services. Alors là, les services... Mettez le micro plus près. Je ne peux pas être non-déontologique, mais ils ont moins l'habitude, on va dire. Et même dans mon service, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir reprendre dans ce service parce que pour des raisons diverses, je ne pouvais pas reprendre au centre antidouleur quand j'ai recommencé à travailler. Et j'ai eu la chance de connaître le chef là. Et autant lui, il est ouvert à ça, autant les jeunes, c'est un peu plus compliqué. Et parce que la médecine, elle est très organiciste maintenant. Et puis, c'est la médecine basée sur l'épreuve. Une polyarthrite, ça a une synovite. Quand on met un médicament qu'ils n'ont plus de synovite, tout va bien. Quand on met un médicament qu'ils n'ont plus de synovite, je parle d'un médicament de la polyarthrite, et qu'ils ont encore mal, alors là, c'est qu'on n'a pas mis le bon médicament. Donc on change le médicament, puis on en met 50. Et puis ça ne marche jamais, ça ne marche jamais de façon satisfaisante. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une polyarthrite, mais ça veut dire qu'ils ont des douleurs d'une autre origine. Et ces douleurs d'une autre origine, ce sont ces fameux syndromes douloureux chroniques, qui dans ce cas précis va être développé parce qu'il y a eu une histoire douloureuse due à la polyarthrite un peu longue, et puis il y a un terrain de vulnérabilité. Tout le monde ne fait pas un syndrome douloureux chronique. Par contre, certains vont faire un diabète, une hypertension, un infarctus. Chacun son truc. Et d'ailleurs, vous avez très peu d'accidents cardiovasculaires, je suis en train de réfléchir en vous le disant, chez ces patients-là. Vous avez très peu d'AVC chez les patients qui ont des syndromes douloureux chroniques. Donc, effectivement, il y a des profils. Mais on a tous des profils pour avoir quelque chose. Voilà. Donc, et c'est ça comme autre chose. Donc, cette prise en compte de ces douleurs qui ne sont pas liées directement à la maladie, elle n'est pas encore dans les mœurs. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que le Congrès français de la douleur, qui est un congrès, non pas la douleur, la rhumato, qui est un congrès national, qui est d'envergure européenne, donc qui est de très haut niveau, si vous saviez depuis 2 ans combien il y a de publications, d'interventions sur l'arthrose, sur le syndrome douloureux fibromyalgique, mais j'avais jamais vu ça. Avant, il y en avait 3. Et encore, quand vous les regardiez, on vous disait, ouais, vous êtes un sous-rhumato, etc. Maintenant, ils s'y intéressent. Alors, pourquoi ils s'y intéressent ? D'abord parce qu'on est arrivé au bout de l'efficacité des traitements spécifiques. Enfin, pas au bout, parce qu'ils marchent. Mais ils ne sont pas complètement efficaces, parce qu'il y a autre chose. Et qu'on commence à se poser des questions métaphysiques, surtout avec le vieillissement, sur l'arthrose, qui est un syndrome douloureux chronique, même là s'il y a des lésions, etc., qui était complètement délaissé par les études. Voilà. Donc il y a un mouvement positif, mais qui n'atteint pas encore tous les praticiens. Mais il y en a qui sont hyper bien. Moi je pense à certains neurologues ou à certains rhumatos de ville, ils les prennent hyper bien en charge. Donc globalement, il y en a de plus en plus qui les prennent en charge. Et globalement, les patients sont de plus en plus partants. Alors après, il y a Internet. Moi, j'ai appris plein de choses par les patients. Voilà, parce qu'ils ont le temps de tout regarder, ou ils le prennent, je ne sais pas. Mais globalement, on va dans le bon sens. Voilà. En même temps, c'est pas très rassurant que les jeunes médecins soient moins ouverts. Non, mais ça va venir que parce les que anciens. maintenant, par exemple, vous savez, avec notre institut, là, on leur fait des certificats optionnels
donc qui ont la même valeur que les autres, d'hypnose et de méditation. Eh bien, je vous assure que ça les transforme. On ne fait pas grand-chose, hein, c'est 5 fois 2 heures. Mais ils ont une capacité, une plasticité, là ils sont en 5e année, ils vous font des séances d'hypnose comme des chefs au bout de 3 fois. Alors que quand vous le faites avec des médecins d'un certain âge, enfin d'un certain âge en formation continue, vous n'avez pas ces résultats. Donc je pense que si on les... C'est comme de tout, si on commence jeune, ça va leur donner une ouverture. Alors ils feront certainement peut-être pas d'hypnose, parce que tout le monde ne va pas en faire, mais ça leur montre une autre façon d'aborder. Pareil pour la méditation, si vous saviez comme ils sont friands. Alors je vous parle des très jeunes. Après, il y a les 40-50 ans où c'est plus compliqué, mais bientôt ils vont partir à la retraite. Oui, on se demande quand. Question pour le docteur Cadenne. Non ? C'était clair et complet. Je les ai étourdis. Alors écoutez, moi j'en ai une dernière si vous voulez. Vous avez dit que l'activité physique agissait pas directement sur la douleur, mais que les patients étaient plus en forme. Oui, donc est-ce qu'il n'y a pas une action du coup rétroactive sur la douleur quand même, parce que ça joue sur l'état mental, l'état thymique, c'est ça vous appelez, oui, c'est l'humeur, c'est ça? Alors, l'activité physique, ça permet de sécréter des endorphines, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose qui est assez fugace. Tandis que le fait, quand je dis qu'ils sont plus en forme, c'est que d'abord, il y a un côté ludique et social, enfin, s'ils le font en groupe. Et deuxièmement, c'est ce que je vous disais, c'est que la stimulation par le mouvement, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais il y a une stimulation du cortex moteur quand on a une activité physique, par définition. Et plus on a une activation du système moteur, plus on va avoir une inhibition du cortex sensoriel. Donc, vous avez entendu ? Alors, voilà, je reprends. Quand on fait une activité physique, il y a une activation du cortex moteur, c'est-à-dire que ce qui est responsable du mouvement. Et plus on a une activation du système moteur, moins il va y avoir un effet, une action, ça va diminuer l'action du cortex sensoriel. Donc en fait, ça va bloquer les influx sensoriels et notamment douloureux. Et en même temps, le fait d'activer le cortex moteur permet justement de resituer ses limites corporelles. Quand vous faites un sport, vous réfléchissez à comment le faire. Il y a une mentalisation. Même si ce n'est pas un sport compliqué. Quand vous marchez, vous sentez votre corps fonctionner. Donc l'activation du cortex moteur va, d'une manière très schématique, va permettre de diminuer l'émergence des sensations, notamment douloureuses. Alors il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le syndrome douloureux chronique, vous avez une hypersensibilité à la douleur, moi ce que j'appelle une vulnérabilité à la douleur, mais également une hyperacousie, souvent une photophobie. En fait, vous avez une hypersensibilité à tout. Et donc, c'est un phénomène plus global que la douleur. C'est pour ça aussi que les thérapies psychocorporelles vont fonctionner un peu sur tout. Voilà. Mais pour vous donner un exemple, quand vous avez vous avez peut-être pas, mais une algodystrophie, c'est une conséquence d'une opération, peu importe, donc vous avez un membre qui est très altéré et dont on n'arrive plus à faire fonctionner. Donc on fait ce qu'on appelle une miroir thérapie. Donc par exemple, si c'est le pied, on met un miroir. On met un miroir et on fait fonctionner l'autre côté. Et donc vous imaginez que c'est le côté douloureux qui ne fonctionne pas. Eh bien, rien que le fait de le faire fonctionner par la pensée à travers ce miroir va vous permettre de réactiver la motricité du côté douloureux. Alors, ça ne va pas le faire spontanément, mais c'est une façon d'aborder les choses. Donc la motricité, c'est bon contre la douleur. Voilà. Ça marche pour les douleurs des membres fantômes aussi, cette histoire de miroir. Voilà, c'est la même chose. Voilà. La même chose, hein. Voilà. Donc on réhabilite le côté moteur et de ce fait, on diminue les sensations inadaptées. En plus, ça fait pas de mal de bouger. On s'en tient là ou... Alors, Vincent a une question. Bonjour docteur. Est-ce que selon vous, il est possible de reculer le seuil de la douleur ? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il est possible pour vous de reculer le seuil de la douleur ? Bah oui, avec ces techniques, oui. Oui, mais par le mental ou par la prise de médicaments ou de chimie ou de chimio ? La prise de médicaments dans le syndrome douloureux chronique ne joue pas tellement sur l'intensité. Ça joue plutôt, non mais ça va permettre d'accepter et améliorer le ressenti. D'accord. Mais pas forcément. Les gens vous disent j'ai mal pareil. Hein.
Est-ce qu'il est possible, selon vous, en fonction de la pathologie que l'on a, de reculer au maximum et à ne plus sentir la douleur? Est-ce que c'est possible pour vous au niveau de la douleur liée à la pathologie. La douleur liée à la pathologie. Je parle d'une autre pathologie parce que moi j'ai souvent été dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et j'ai fréquenté de nombreux Alors, en fin de vie, c'est très différent parce que c'est des douleurs lésionnelles. Voilà. Donc on n'est pas dans le même, on joue pas dans la même cour. Les douleurs lésionnelles, je ne sais pas si on peut arriver à les supprimer. Honnêtement, je ne sais pas, je ne pense pas. Par contre, on peut considérablement, normalement, les soulager. Oui. Mais je pense qu'on ne peut pas les faire à zéro, hein. Surtout en fin de vie. C'est des situations... J'étais en service oncologie et je peux vous dire que j'ai vu des phénomènes incroyables qui étaient existants, donc visibles au travers des familles qui accompagnaient, et que le patient, donc, qui était en phase de départ, j'oserais dire, avait réussi lui-même à annihiler totalement les douleurs qui étaient liées à sa pathologie, et de ce fait était donc disponible au niveau des familles pour être plus serein et plus alerte. Non, mais je ne sais pas si on les enlève complètement. On peut être alerte, on peut être serein en ayant un peu mal. Et on lui posait la question, tu n'as plus mal? Mais oui, j'ai plus mal. Alors, ça veut dire qu'il a basculé sur quelque chose que nous... Alors, c'est ce qu'on observe chez les grands méditants. Voilà. Les grands méditants arrivent à ces phénomènes-là. Mais quand je dis grands méditants, c'est des gens qui ont 2000 heures de méditation derrière. Et on arrive quand même à améliorer. Alors j'ai dit que c'était pas efficace sur la douleur. Non, dans la pratique que l'on fait, c'est-à-dire un programme et un entraînement derrière. Mais c'est vrai que chez les grands méditants, on a des expériences de ce genre-là. Et cet homme-là devait avoir une facilité. Il a peut-être pas appris la méditation, mais il le faisait tout seul. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, quoi. Alors c'était un jeune homme de 33 ans qui était en phase terminale. Hein. Il n'était pas sportif avant? Non, pas du tout. Non, parce que souvent les sportifs ont une faculté de mentaliser. Je pense qu'il avait fait un travail personnel sur le... Mais bon, ça, je ne peux pas aller chercher. Mais c'était flagrant de voir à ce point-là la possibilité du mental ou de la conscience, peu importe le mot qu'on met dedans, pour annihiler totalement ce phénomène-là, de la douleur. Mais c'est le... Enfin, je pense que c'est l'exemple extrême, effectivement, du contrôle du mental. Mais c'est ce qu'on va retrouver, je vous dis, chez les grands méditants. Exactement. Mais bon, là, j'en ai pas parlé, parce que des grands méditants, on n'en a pas. Mais par exemple, le Ricard, il a fait beaucoup d'études de neurosciences avec Lutz à Lyon, et il en a montré que quand on le stimulait sur le plan de douleur, c'était pas du tout les mêmes aires qui répondaient, et donc il ne ressentait pas la douleur, ou de façon infime. Voilà. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais c'est une histoire fabuleuse, ça. Merci. Une expérience extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question. Je crois qu'Isabelle m'a dit qu'on arrêtait après. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci. Moi, en fait, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Pour avoir eu une prise en charge par le pôle douleur au CHU, donc à Bordeaux, je voulais juste préciser que dans les services de soins, médecins et infirmières ont encore beaucoup de travail pour la prise en charge de la douleur chronique. Mais dans les services de soins centre douleur ou à côté? Dans les services de soins du CHU de Bordeaux, ainsi que dans les cliniques environnantes. Pour ma part, en effet, des douleurs chroniques liées au traitement anticancéreux, rayons, chimio, curithérapie, etc. Anti-aromatase, non? On est bien d'accord. Avant d'avoir accès au pôle douleur au CHU de Bordeaux, il faut attendre des mois et des mois. Et quand il n'y a pas de personnel, ceci explique cela, malheureusement. Mais je suis bien d'accord. Sauf que les douleurs s'installent, s'intensifient. Les traitements sont là, en effet, avec, bien évidemment, vous parliez des effets secondaires plus ou moins acceptés, mais ils sont bien évidemment terribles. Et pour faire un lien avec le thème qui nous préoccupe aujourd'hui, eh bien, la douleur chronique devient tellement intense, malgré les traitements, eh bien, le suicide, bien évidemment, vient dans la tête. Oui, et tout à fait. Je pense qu'on en reparlera cet après-midi avec M. Pomereau, mais je voulais bien préciser qu'en effet, la prévention du suicide est très très importante. L'entourage est très important, bien évidemment, mais celui qui veut se suicider
tôt ou tard, passe à l'acte. Ça, c'est clair. Je voulais en effet préciser qu'on ne peut pas juger celui qui passe à l'acte, mais il faut une dose de courage pour passer à l'acte. À plusieurs reprises, j'ai tenté de passer à l'acte. Mon mari est chasseur, je lui ai demandé surtout un beau jour, enlève ces fusils, parce que toute seule, je crois qu'un jour je passerai à l'acte. Et donc c'était juste pour faire le lien entre douleur chronique et tentative de suicide. Les choses sont très très proches. Et en effet, une fois que le pôle douleur a pu me prendre en charge, les choses ont beaucoup changé. Mais j'ai rencontré des médecins qui ont arrêté la seringue électrique. J'ai été victime, bien évidemment, de l'effet rebond, des effets de manque qui sont très terribles, Voilà. Donc c'était juste pour faire le lien entre les douleurs chroniques, leur prise en charge, et puis le risque suicidaire. Tout à fait. Et alors, pour aller dans votre sens, au CHU, on ne prenait en charge au pôle douleur, enfin au centre douleur, que les douleurs chroniques non cancéreuses. Non, parce que normalement, ça ressort plus des consultations associées aux soins palliatifs. Le problème, c'est qu'ils sont encore moins nombreux. Et donc, on a mis au point depuis peu, il y a 2 personnes qui s'occupent des soins palliatifs et des douleurs chroniques cancéreuses classiques, hors soins palliatifs. Donc, il y a une fois par semaine, il y a une consultation spécifique qui est pour les douleurs liées au cancer en rapport avec les traitements, ou secondaires aux traitements. Donc là, on l'a mis en place, alors on l'avait mis en place avant que tout explose, donc ça fait 3-4 ans, mais ça y est, ça a repris. Et donc en fait, ces 2 praticiens qui font du soin palliatif et de la consultation douleur cancéreuse non palliative, puis c'est votre cas, peuvent vous recevoir au centre de la douleur. Mais ça, je vous dis, c'est tout récent. Parce qu'il y avait un trou. Il y avait le palliatif et le non cancéreux. Voilà. C'était à ce niveau-là que vous vous situiez. Voilà, donc on essaie de comment dire. Mais le problème, c'est qu'on manque de médecins. Il y a très peu de gens formés. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux là. Au niveau des médecins, et en effet, à 2 reprises, mon état de santé, ils m'ont demandé de m'inscrire en soins palliatifs. Moi, je savais ce que ça voulait dire aussi, les soins palliatifs. Et donc, j'ai refusé. Ouais. Mais en effet, m'expliquant que j'aurais une prise en charge plus importante de la douleur. Et donc, j'ai dit, mais ça, non, je lutterai et je n'irai pas en soins palliatifs. Alors, je pense qu'ils ne vous ont pas expliqué. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les services de soins. Non, mais en fait, il y a 2 types de soins palliatifs. Il y a le soin palliatif qu'on appelle d'accompagnement symptomatique, dont les douleurs liées au cancer directement ou pas, et vous avez le soin palliatif fin de vie. Et donc, on vous a peut-être pas expliqué qu'on pouvait être palliatif symptomatique, c'est-à-dire par rapport à vos symptômes, mais qui n'engagent pas votre pronostic. Voilà, et je crois que là, par exemple en oncologie, je sais pas où vous étiez, mais au CHU à Bordeaux, à Saint-André, il y a une personne qui s'occupe des douleurs liées au cancer, symptomatiques, mais non dans un cadre de fin de vie. Et maintenant, on en a de plus en plus, puisque malheureusement, on soigne de mieux en mieux les cancers. Bon, d'accord, il y a des effets indésirables, mais il y a de moins en moins de gens qui vont aller en palliatif, fin de vie. Voilà. Donc je crois qu'on n'est peut-être pas assez pédagogue aussi. Et puis bon, on développe des choses au fur et à mesure qu'il y a du besoin. Voilà. Mais je vous remercie de votre témoignage parce que c'est quelque chose qu'on ressent parfois et contre lesquels on essaie de lutter. Par exemple, au niveau du CLUD, on essaie de... Voilà, cette personne qui travaille en oncologie, en dermato à Saint-André, est en train d'essayer de mettre une sorte de filière. Voilà. Et merci de nous avoir, signifié ce besoin. Merci beaucoup. On va marquer la pause. Bien sûr, le lien il est fait par la seule présence du docteur Cadenne entre le sujet et la douleur. Donc on marque une pause repas et on se retrouve, je crois, à 13h30. 13h30 avec le docteur Pomereau. Merci, bon appétit, à tout à l'heure.